Eh bien, Anne-Laure Buffet, Anaïs Deban va faire un petit retour en arrière et va nous parler de cette fameuse pilule inventée il y a déjà pas mal d'années. Oui, alors plus que de vous parler de la pilule, je vais vous parler de Lucien Neuwirth, grâce à qui on a le droit de l'utiliser en France. Mais je vais d'abord vous lire un petit passage, comme d'habitude, et cette fois de la longue intervention de Jacques Hébert, médecin de formation, homme politique et gaulliste de la première heure, puisqu'il a fait partie des Compagnons de la Libération en 1945. Et voici ce qu'il disait, entre autres, en 1967, lors d'une séance très animée à l'Assemblée où l'on débattait du droit à l'accès à la pilule. Ne prenons pas le risque de modifier en quoi que ce soit le message héréditaire. Sinon, nous nous retrouverons d'ici à quelques années avec non plus 4% d'enfants anormaux, mais bien davantage. Faut-il en appeler à tous les malheureux parents d'enfants anormaux ? Mes chers collègues, nous avons le devoir, nous qui sommes, en tant que législateurs, responsables devant les générations futures du patrimoine biologique des Français, de ne pas autoriser la diffusion de procédés ou de produits dont les conséquences lointaines sont encore très mal connues. Une flambée inouïe d'érotisme menace notre pays. C'est formidable parce que si à l'époque il y avait eu le principe de précaution, on n'aurait jamais eu droit à la pilule. Non, jamais. Alors il prend à partie pendant cette séance du 1er juillet 1967 les députés de l'opposition, mais aussi de sa famille politique, qui participent à ce qu'il appelle la propagande politique en faveur des techniques anticonceptionnelles hormonale. Alors ce Hébert faisait partie de tout un paquet de gaullistes qui considéraient que la prescription de la pilule était un viol de la conscience médicale, qui redoutait... C'était l'époque du patriarcat. Bien sûr. Ils redoutaient un affaiblissement des disciplines familiales, une licence accrue des mœurs et une disparition collective de la volonté d'accueillir des enfants. Et c'est dans ce contexte-là qu'un homme de leur génération, de leur clan politique, de leur classe sociale, un homme qui a priori n'avait pas du tout la gueule de l'emploi, donc, fera voter la loi autorisant la fabrication et l'importation de contraceptifs, incluant donc la pilule. Et par la loi Neuwirth, qui porte donc son nom, il viendra abroger la loi nataliste de 1920 qui interdisait non seulement la contraception quelle qu'elle soit, mais aussi... Les préservatifs aussi. Oui, les préservatifs, mais aussi, et presque, je dirais surtout, l'information sur les moyens de contraception, l'information sur la reproduction. Parce qu'il y avait encore cette loi divine qui faisait qu'on avait des enfants sans trop comprendre pourquoi, en 1920. Une loi donc qui en disait long sur l'omerta qui entourait la sexualité. Mais donc qui était donc ce Lucien Neuwirth qui, avant de devenir l'un des chefs de file du combat féministe? Eh bien, d'abord, son engagement politique trouve sa source en 1942, quand à 18 ans, il rejoint De Gaulle à Londres. Il s'engage comme parachutiste au sein des forces françaises libres. Après une épopée incroyable, jalonnée d'opérations de résistance, il est fait prisonnier aux Pays-Bas et sera fusillé en 1945. Mais miracle, il survit. Et heureusement, parce qu'il a des générations de femmes et d'hommes à libérer. Alors, je ne sais pas si c'est véritablement un miracle divin comme ce qu'on disait à l'époque, mais si Dieu existe, ce que cette histoire nous dit, en tout cas, c'est qu'il ne doit pas être si farouchement opposé au sexe que ça. En tout cas, une petite étincelle éclairée... Ouais, c'est incroyable. Donc, il a été fusillé, mais Après, il a été emmené en Allemagne en tant que prisonnier, et puis il s'est évadé. Ah oui. Et en tout cas, une petite étincelle éclairait déjà le regard de Lulu, qu'on a surnommé par la suite donc Lulu la pilule. La légende veut qu'en 1944, à Londres, avant de s'envoyer en l'air à Hyde Park, son amante, qui faisait partie d'un collectif féministe, lui aurait tendu un contraceptif effervescent. Certainement une sorte de spermicide qui était en vente libre à l'époque déjà en Angleterre. Plus tard, alors qu'il est sur le point d'être élu député en 1957, le destin met encore sur sa route la lutte féministe puisqu'il rencontre le mouvement Maternité Heureuse, qui est donc l'ancêtre du planning familial. Il y côtoie la détresse des tas de femmes subissant des grossesses non désirées, n'ayant officiellement pas de recours. Oui, parce que l'IVG était interdit. Était interdite, évidemment. Et aucune bienveillance de la part de la société. Il commence alors à émettre le souhait de faire abroger cette loi de 1920. Sauf que ça, c'était plutôt un discours de gauche. D'ailleurs, De Gaulle et sa clique avaient été choqués quand pendant la campagne de 1965, Mitterrand avait abordé le sujet. Pourtant, une fois réélu, le général De Gaulle est sensible aux arguments de Lucien Neuwirth, qui lui raconte, entre autres, le calvaire des femmes qu'il a rencontrées. Il lui parle des avortements clandestins, il lui parle de la souffrance des enfants nés alors qu'ils n'étaient pas désirés. Il lui aurait dit « C'est vrai, transmettre la vie, c'est important. Il faut que ce soit un miracle lucide, alors continuez ».
Il se fait des ennemis. Il raconte dans plusieurs interviews que sa fille, alors adolescente, a été virée de son collège privé, que sa maison a été taguée, qu'on l'appelle partout le fossoyeur, le tueur d'enfants. Et quand il demande qu'on débatte sur les moyens contraceptifs, on lui rétorque « Mais monsieur, on ne parle pas de ces choses-là ». Il faudra, nous dira plus tard Lucien Neuwirth, que le président de la République lui-même, De Gaulle, donc, inscrive le sujet à l'ordre du jour pour que le député puisse avoir accès aux outils démocratiques qui sont donc les débats à l'Assemblée nationale. Après des discussions terriblement violentes, la loi Neuwirth est adoptée en décembre 1967, mais elle ne sera véritablement appliquée qu'à partir de 1972 parce qu'il y a eu évidemment 1000 barrières administratives pour qu'on ne puisse jamais avoir accès à la contraception. Et le pauvre homme n'a eu que peu de répit puisque 2 ans plus tard, en 1974, il deviendra le rapporteur de la loi Veil sur l'IVG. Aujourd'hui, c'est donc le 6e anniversaire de sa mort et ça me paraissait important de parler de lui parce que ça nous rappelle que des combats féministes peuvent aussi trouver écho au sein des classes politiques les plus conservatrices et qu'il ne faut donc pas se décourager. Et puis aussi parce que j'aime bien l'idée que ce soit entre autres grâce à une partie de baise à Hyde Park que des milliers de femmes en France ont enfin pu avoir le choix. Et ça montre bien qu'il y a quand même des hommes féministes, contrairement à ce qu'on entend parfois aussi. C'est fou, 1972, c'était il y a 50 ans, quoi. Donc ça montre bien que les choses bougent très vite et c'est pour ça que peut-être aussi c'est si compliqué d'avoir ces repères pour beaucoup de gens. Moi j'ai quand même l'espoir, alors pour la génération, la génération qui arrive, non, elle est déjà là, on va dire la génération qui me suit, donc ceux qui ont aujourd'hui une vingtaine d'années et leurs enfants, qu'il y ait beaucoup de choses qui aient évolué dans les compréhensions et dans les mentalités, à condition qu'on continue d'y travailler tous les jours et d'informer tous les jours. Mais je crois que la grosse difficulté aujourd'hui en France, c'est qu'on voudrait un résultat immédiat sur tous ces sujets et que c'est pas immédiatement que les prises de position, les compréhensions et les réflexions vont se mener. Il faut aussi accepter que ça va prendre un peu de temps. Il faut le prendre positivement ce temps. Mais c'est vrai qu'on voit quand même des évolutions positives. Il faut aussi faut pas simplement être dans le combat négatif. Oui, mais on dit bien que pour qu'une chose rentre dans les mœurs, il faut 2 générations au moins. Donc le problème de la violence faite aux femmes, il faudra peut-être 40 ans pour que ça devienne quelque chose qui soit réellement pris à la racine. Alors j'espère que non, bien sûr, mais c'est évident. C'est pour ça que j'ai dit 1 à 2 générations. On verra. En tout cas, on y travaille, nous. Et puis moi, j'y travaille depuis longtemps. Merci Anaïs Deban. C'était intéressant de revenir sur cet homme qui a en effet fait beaucoup pour les femmes.